Cette série est propulsée par Caleido, qui accompagne les familles dans l'épargne-études depuis 1964. On veut être là pour nos enfants. Comme parents, on veut les accompagner, les sécuriser, les comprendre. Mais parfois, on veut trop bien faire et on s'oublie. On évite les conflits, on contourne les larmes et on essaye même de deviner leurs besoins avant qu'ils les expriment. Mais tout ça, ça se fait de façon un petit peu inconsciente, invisible, et c'est un contrat relationnel qui s'établit. Mais une fois qu'on en prend conscience, comment établir un contrat plus sain afin que tout le monde puisse faire sa juste part? Eh bien, j'en discute avec deux expertes passionnées. Maryse Pépin, coach familiale et éducatrice spécialisée. Elle est fondatrice du Centre de coaching familial Le Voilier et également copropriétaire de Ensemble pour les familles, destiné aux communautés autochtones. Elle a une expérience très variée, autant dans les centres jeunesse, en santé mentale, dans les écoles que dans les centres de détention. Elle a plusieurs formations, entre autres avec les clientèles TSA, TDAH et avec des enjeux d'anxiété. Elle prône une approche bienveillante. Également, Nancy Doyon, coach familiale et éducatrice spécialisée. Elle est l'autrice de 8 livres, dont Parents gros bon sens et Parents responsabilisants, aux éditions Midi 30. Elle a développé une approche responsabilisante où le parent est le leader. Elle propose même des camps parents leaders en famille. Elle est également fondatrice de SOS Nancy et de l'Institut de coaching familial. Dans cet épisode, nous aurons aussi une minute santé où on va voir l'impact du stress sur notre corps de parents. Alors, le but de cet épisode, c'est ensemble de voir comment on peut sortir du trop pour grandir, évoluer et qu'ensemble, on puisse être à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour Maryse, bonjour Nancy, merci d'être là. Merci de l'invitation. Vous avez accepté aujourd'hui de venir nous parler de suradaptation parentale, mais avant de parler de contrat relationnel, c'est un mot, honnêtement, que j'ai lu dans mes recherches, mais que j'utilise pas dans mon quotidien. C'est pas quelque chose dont j'avais, oui, entendu parler, mais pas avec d'autres parents, pas dans mon quotidien. Puis j'aimerais que vous m'expliquiez, c'est quoi un contrat relationnel? Pourquoi on entend parler de ça maintenant dans les médias, on lit ça dans les livres? En fait, c'est un concept que moi, j'ai développé il y a peut-être une quinzaine d'années. Probablement que ça existait déjà, le terme ailleurs, mais en fait, c'est que, qu'on le veuille ou pas, dans nos relations avec les autres, avec notre conjoint, avec nos enfants, nos parents, même avec nos collègues de travail, on développe des contrats implicites, des contrats de service implicites, dans le sens où on n'en a jamais parlé. Mais on a développé des attentes chez l'autre, des habitudes dans notre relation. Okay. Un contrat relationnel, ça peut être aussi simple que... C'est mon conjoint qui fait l'épicerie. C'est ça. OK. C'est comme une entente tacite que... Exact. On se questionne plus, il y allait, tout ça, puis maintenant, c'est lui qui y va. OK. Exact. Comme contrat relationnel, moi, dans mon ancienne relation, j'étais la responsable officielle du nettoyage des chaudrons à la maison. Ah. Fait que... des fois, là, après souper, tout le monde ramassait la table, les enfants étaient habitués, ils faisaient leur part de tâches. C'était un contrat relationnel, hein, depuis longtemps, je les avais habitués à tout le monde débarrasse, ils se posaient même pas la question, c'est toujours comme ça. Sauf qu'ils nettoyaient la vaisselle et invariablement, ils laissaient les chaudrons sur le comptoir. Pourquoi? Parce qu'à plusieurs reprises, moi, j'ai passé derrière eux pour les nettoyer, les chaudrons, parce que je trouvais que c'était jamais nettoyé à mon goût. Donc, à un certain moment, ils ont arrêté de nettoyer les chaudrons, puis l'habitude s'est prise comme ça, puis ils ont grandi, mais l'habitude était prise. Je comprends. Alors là, maintenant, c'était fait à ton goût, puis eux faisaient autre chose, puis le contrat faisait l'affaire des deux. Exact. Okay. Contrat relationnel, ça peut être aussi, tu sais, des fois, je vois des parents qui se conduisent comme s'ils étaient le toutou de leur enfant. Oh! Ça veut dire quoi? Si l'enfant veut grimper sur eux, si l'enfant veut venir fouiller dans leur chandail pratiquement, ils font. L'enfant grimpe puis il se pose pas de questions. Ou l'enfant dit « Maman, viens! » Puis là, maman débarque. OK. Et ça s'est fait au début parce que, bon, l'enfant était tout petit, on n'a jamais arrêté de le faire. Puis l'enfant, c'est comme ça.
Je comprends. En même temps, c'est un bon exemple, je trouve, pour voir l'évolution. Parce que lorsque notre enfant vient au monde, évidemment, on commence, là, je prends l'exemple du toutou, mais tu sais, le peau à peau, on veut installer une relation, on regarde, on veut être présent, on veut qu'il y ait une connexion. Mais là, si on parle plus de relations avec des enfants de 6, 7, 8, 9 ans, là, on est supposé, à un moment donné, que le contrat évolue. C'est pas figé dans le béton. Moi, j'aime beaucoup, je pense que c'est France Gauthier qui disait ça, qui disait « La parentalité, c'est la seule sphère de notre vie où, au fur et à mesure où on gagne en compétences, on devrait en faire de moins en moins. » J'aime ça. Tu sais, je pense à une participante à une de mes formations qui me disait, elle, dans son contrat relationnel avec ses enfants, dont son ado de 15 ans, elle avait pris l'habitude que quand elle faisait la lessive, le lavage, elle allait voir dans les chambres, elle se penchait puis elle ramassait les trucs en dessous du lit. Puis elle faisait le lavage, puis son jeune était quand même rendu à 15-16 ans, il travaillait, elle faisait son lavage, elle pliait son linge, puis elle le rangeait dans les tiroirs. Oh, c'est un tout inclus. C'est ça. Qu'est-ce que je peux déménager? Mais elle avait jamais réalisé, elle avait comme jamais réalisé que ses enfants étaient rendus assez vieux pour le faire. Fait qu'elle dit, là, Nancy, qu'est-ce que je fais? Tu sais, j'arrête tout au complet. Je dis, ben là, peut-être qu'il y a une étape à la fois. Fait qu'elle a décidé qu'elle disait à ses enfants, ben à partir de maintenant, je vais laver les vêtements qui sont dans le panier à linge. Ce qui est tout à fait normal. C'est ça, exact. Et si tes vêtements sont sur ton plancher, ben je les ramasse pas. Un week-end, elle avertit ses enfants une fois, 2 fois qu'elle s'en va faire la lessive. Finalement, elle voit bien qu'il y a plein de linge sur le plancher de la chambre de son fils. Elle ne le nettoie pas. Le soir même, son ado doit aller travailler et il n'y a plus de pantalon de travail. Oups. Et là, il fait, ben voyons, maman. Elle dit, ben oui, mais il était par terre. Il l'a fait, il fait, je peux pas croire que tu as passé devant ma chambre et que tu as vu mes pantalons par terre et tu n'as pas eu le cœur de te pencher pour les ramasser. Ouch! Puis je suis certaine en plus que lorsqu'elle les a vus, ça lui a fait mal de ne pas les laver, j'en suis sûre, parce qu'elle se doutait bien que ça allait arriver. Ben oui, c'est ça. Mais dans la normalité de son fils, une maman est censée faire ça parce qu'elle l'a toujours fait. Mais comment on réagit comme mère, mettons, à ce commentaire-là? Ben, elle a failli tordre le cou. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore vivant. mais tu sais, à ce moment-là, elle, fallait qu'elle prenne la responsabilité de dire, ben moi, c'est ça que j'ai laissé s'installer. Ouais. J'ai laissé s'installer chez mon enfant la croyance qu'une bonne mère, c'est ça que ça fait parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Moi, on peut lui retourner aussi le commentaire. Ben, je peux pas croire que je fais ton lavage pour toi et ça et que tu n'as pas eu le cœur de juste faire seulement ta partie, le mettre dans le sel, c'est ça. Dans le panier à linge. Donc, un effet quand même miroir, surtout là, rendu à l'adolescence, on s'entend, il l'avait compris, mais on peut penser qu'il avait pris pour acquis qu'il n'y aurait pas de conséquences, que ça allait être fait. Quand même. Mais ces contrats relationnels-là, Maryse, est-ce qu'ils sont conscients ou inconscients de ce que je comprends? En partie, dans le sens qu'il y a des choses qu'on établit consciemment, qu'on met en place, qui font l'affaire de tous, exemple les chaudrons, mais il y a des choses inconsciemment qui s'installent, peut-être sans qu'on s'en rende compte. Je pense que c'est inconsciemment, puis à un moment donné, on vit un inconfort. Là, on s'en rend compte de « j'ai une insatisfaction, là, c'est toujours moi qui fais ça, pourquoi c'est toujours moi, pourquoi je m'occupe de tout le temps, tu sais, des lunchs, les jeunes sont rendus au secondaire, au 6e année, pourquoi je fais... » Je commence à sentir que j'ai un malaise, là, que c'est moins... Puis des fois aussi, je vais le voir au niveau dans la réaction de mes enfants. Moi, je dis souvent aux parents, si je me conduis en serviteur envers mon enfant, je vais être traitée en serviteur. Nos enfants ne vont jamais nous respecter davantage qu'on se respecte soi-même. Et ça fait comme mal, cette phrase-là. Oui, ouais. C'est vraiment pour l'entourage. Non, mais c'est même, tu sais, je suis tout à fait d'accord, mais là, je mets mon chapeau d'animatrice maman, puis je fais, c'est vrai, mais où? Tu sais, on a besoin, je pense, de prendre des fois un pas de recul pour faire OK. Mais là, en même temps, j'entends, mais je me dis, le contrat est établi. Du jour au lendemain, exemple, moi, je suis bien dans le fait. Je vais prendre un exemple concret à la maison, les lunchs. Les enfants sont quand même encore relativement jeunes, 6 et 8. Puis tout le monde me dit, sans le faire tout seul, ils peuvent participer. Sauf que en ce moment, c'est beaucoup mon chum qui a la tâche des lunchs. Puis lui, il aime ça les faire le matin. Il dit, tu sais, c'est plus frais, c'est plus... Sauf que le matin, on est à la course, il faut déjà qu'il se lève, qu'il s'habille et tout ça. Ça fait je me dis, si on veut les faire participer, ce serait mieux le soir. Mais comme parent, lui, il aime mieux le matin. Ça fait que, tu sais, jusqu'où, à un moment donné, tu acceptes l'inconfort pour plaire à ta préférence à toi,
Ou tu dis, bon, ben OK, on va changer ça. Tu sais, comprenez-vous, le contrat relationnel, les deux parties, théoriquement, pour qu'ils entendent, doivent être d'accord. Ben, il faut commencer par se demander quels étaient mes gains à laisser ce contrat relationnel-là s'installer. OK. T'sais, en quoi est-ce que c'était gagnant pour moi? Puis est-ce que je suis prêt à renoncer à ces gains-là? Tu sais, moi, si je décide que je ne suis plus la responsable officielle des chaudrons, il faut que j'accepte que les premières fois qu'ils vont faire les chaudrons, ça ne sera peut-être pas tout le temps bien fait. Tu sais, si c'est justement ton chum qui est responsable de faire les lunchs, puis que là, tu décides que tu changes ça, es-tu prête à décider que finalement, ce ne sera plus lui qui va aller faire les lunchs, puis ça va peut-être être toi? Oui, je comprends. Il y a quand même, entre guillemets, un prix à payer. Il va y avoir un retour de balancier. Exact. Tu sais, puis on parle de contrat relationnel avec les enfants, mais c'est vrai dans le couple aussi. Tu sais, ça peut être dans le partage des tâches, mais ça peut être dans toutes sortes d'éléments. Là, tu sais, je me rappelle que, bon, ben moi, dans mon ancienne relation, je suis conférencière, je m'en donne beaucoup, je fais beaucoup de routes. Fait que quand on allait quelque part, ça, tout le temps mon conjoint qui conduisait. Ouais. Ben, ça faisait mon affaire. Parce que tu peux te reposer, c'est ça. Préparer. Exact. Mais lui, s'il décide que ben, il est tanné de toujours conduire, puis qu'il veut qu'on partage la conduite, ben, il faut qu'il accepte. Il ne peut pas être à côté de moi, puis faire le gérant d'estrade, puis dire tourne ici, tourne là, puis pars-toi ici. Il faut qu'il soit prêt à tolérer que je ne conduis peut-être pas comme lui conduirait. Je comprends. Tu sais, je n'irai peut-être pas en même vitesse. On est-tu capable de dealer avec ça? On ne peut pas changer un contrat relationnel, puis que ça fonctionne juste comme nous autres on veut. Oui, ça répond aussi à un besoin, tu sais, avec les enfants, par exemple, ben, je me sens valorisée, je me sens une bonne maman, mes croyances en arrière, ben, c'est moi de lui faire son lunch, ça, j'ai l'impression que c'est comme ça que je lui exprime mon amour, puis il y a des fois, des parents, je dis, ben, tu sais, si ça te fait plaisir, t'aimes le faire et tout ça. C'est correct, ce contrat-là. Okay. Mais tu sais, des fois, en vieillissant... Il ne lui reproche pas après. Oui, c'est ça. C'est l'autre n'est pas responsable du contrat relationnel que j'ai laissé s'installer. Fait que si je suis tannée des faire tous les jours, les lunchs, là, ben, je peux pas tomber sur mes enfants puis aller critiquer que là, à votre âge, c'est vous autres qui devriez faire vos lunchs. Comment ça que c'est encore moi qui les fais? Puis j'ai toujours accepté de les faire. Puis c'est d'y aller aussi par étapes. Mais on va prendre un exemple avec les enfants. Parce qu'ultimement, peut-être qu'à la maison, il y en a qui vont se dire, ben, si le contrat relationnel avec mon conjoint sur des affaires fondamentales, sur des valeurs, à un moment donné, ne nous convient plus, on a quand même l'option, je sais que c'est difficile, puis c'est un processus, mais de se séparer. Mais tu sais, avec nos enfants, on établit un contrat relationnel. Nous, comme parents, on n'est plus à l'aise dans ça. Lui, peut-être que ça lui convenait encore. Exact. Mais on ne peut pas dire, ben on va se séparer. Je veux dire, on est parents pour la vie. Comment on modifie un contrat relationnel sans que l'autre soit perdant? Parce que faut faire attention. Je pense aussi quand même, nous, on ne veut pas être les serviteurs de nos enfants, mais d'un autre côté, ils n'ont pas à subir, ben maintenant, tu vas tout faire, moi, je fais tout. Non, c'est ça. Il faut trouver un équilibre. Mais à un moment donné, il faut être prêt à faire face à la frustration de l'autre. Tu sais, ou sa déception. Oui. T'sais, c'est sûr que l'enfant, là, il va en vivre un désagrément s'il choisit de ne plus faire ses lunchs. Il va être obligé de le faire. Fait que oui, il a envie, il a un inconfort. Il n'est pas content. Ça ne tente pas de se lever plus tôt le matin. Des fois, il va préférer ne pas manger. Puis là, ben moi, comme parent, c'est de dire, ben est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prête à avoir ses critiques, ses reproches? Mais je veux le responsabiliser en même temps. Fait que je pense à long terme. Puis de voir, ben si un midi, ben c'est ça, j'ai pas eu le temps de manger mon lunch, puis à cause de toi, je mangerai pas aujourd'hui. Là, c'est comme parent, est-ce que je me sens assez solide de, ben il fallait que tu te planifies à l'avance. Il fallait que tu le fasses. Tu as fait le choix de ne pas faire de lunch. Si j'y fais rapidement, ça fonctionne, une petite porte de sortie, on peut revenir à l'ancien contrat, c'est facile. Fait que des fois, c'est de se dire, ça fait mal au cœur de parents, là, mais de se dire pourquoi je le fais. Parce que rendu à l'adolescence, j'ai énormément de parents puis d'ados en suivi. Puis ce qui revient beaucoup, c'est mon jeune n'est pas autonome, mon jeune n'est pas responsable. Puis je leur dis, mais quand est-ce qu'il a pratiqué? Oui, c'est jamais. La responsabilisation, ça ne tombe pas du ciel à 16 ans. Non. Et il faut y aller étape par étape. Tu sais, si j'attends à 16 ans pour responsabiliser mon jeune, bien, c'est sûr qu'il va y avoir du rattrapage à faire. Tu sais, par exemple, si je veux que mon enfant soit autonome à 16 ans, par exemple, pour ses devoirs et leçons, tu sais, les travaux scolaires,
ben, tu sais, je peux pas être assis à côté de lui tout le temps et lui dicter, bon, ben, assieds-toi comme il faut, aiguise bien ton crayon, regarde, on est rendu à tel endroit, lis comme il faut ta question, puis là, je mets mon doigt en dessous, rendu à 10, 11 ans. Puis après ça, ben, arrivé au secondaire, c'est comme, bon, ben maintenant, tu es supposé être autonome. Ça marche pas comme ça. Tu sais, il faut que progressivement, je modifie les contrats, même s'il y a de l'inconfort. Mais tu sais, tantôt, on disait, ben, il faut se poser la question sur les gains. Ben, tu sais, je pense à dans une ancienne relation où, ben, mon ex-conjoint, c'était, ben, je suis Joe le taxi. Fait que je vais reconduire les enfants où ils veulent. Ça me fait plaisir. Il y a des autobus qui passent à la porte, l'autobus scolaire passe à la porte, mais c'est pas grave. J'aime ça aller les reconduire, les enfants. Bon, ben c'est genre, ben oui, mais là, ça, des fois, on se dit, ouais, mais moi, ça me fait plaisir. Oui, mais moi, ça me fait plaisir. Puis c'est ce que mon ex disait, ça me fait plaisir. Puis c'était correct parce que c'est vrai, tu sais, qu'il y avait un bout où ça lui permettait de jaser avec son garçon, des fois même de jaser avec ma fille, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, son garçon est rendu à 14 ans. Et ben, il y a une situation où on ne peut pas aller le chercher et il n'a jamais appris à prendre l'autobus. Fait que là, de prendre l'autobus, c'est anxiogène fois 100 000. C'est sûr. Fait que ça n'a pas de sens. Et là, ben, il s'est retrouvé un peu mal pris à cause de ça. Puis il disait, ben, tu sais, en voulant passer du temps avec lui, et puis des fois, il faut se poser la question, quand je fais ça pour mon enfant, je réponds aux besoins de qui? Est-ce que je réponds à son besoin à lui ou à mon besoin de me sentir compétent, de sentir bon. Bien là, tu sais, je disais, ben, c'était correct que tu fasses beaucoup de transport pour ton garçon, mais il fallait aussi que tu le responsabilises et que peut-être une fois sur 3, une fois sur 4, tu ne le fasses pas le transport pour que ton jeune il apprenne que, ben oui, tu sais, qu'il apprécie les transports que tu fais, puis que 2, il développe sa compétence à le faire. Est-ce que des fois, la conséquence est trop grave? 11 ans, 11-12 ans. Il décide qu'il s'est levé en retard, pas le temps de faire son lunch. Un matin, on dit, garde, je vais le faire. Un matin, ça peut arriver. Et là, 2 matins, 3 matins, on le laisse partir devant le vide. Est-ce que c'est si grave si un dîner, il ne mange pas parce qu'il a choisi de ne pas faire son lunch? Ça vient faire mal à mon cœur de parent. Mais si je lui en fais un, il n'apprend pas ou il n'apprend pas nécessairement ce que je veux qu'il apprenne. Versus, il l'a pas fait, pas fait de lunch. Oui, je trouve pas ça le fun. Il va avoir faim. T'sais, mais là, on s'entend qu'on parle oui, il va être obligé d'aller quêter des lunchs des autres. Oui, mais c'est ça, il va peut-être se négocier une bartende de l'année. Peut-être, mais il va vivre un malaise. Fait, ce qui va faire que le lendemain, il risque de penser à son lunch, de faire son lunch. Et s'il l'oublie souvent, des fois, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a en arrière. Est-ce que mon jeune a un diagnostic? Est-ce qu'il y a un TDA, TDAH et tout ça? Bien, de voir comment je peux le soutenir, lui faire un rappel à telle heure. N'oublie pas de faire ton lunch ou fais juste mettre ta boîte à lunch sur le comptoir. Le matin, tu vas y penser avant de partir. Fait que, tu sais, de voir comment je peux le soutenir sans le faire nécessairement à sa place. Puis là, s'il choisit de ne pas le faire, de lui faire vivre la conséquence. Si je choisis le matin, ça m'arrive des fois que je pars, puis j'aime mieux me faire un bon café que mon lunch. Là, l'heure du midi, faut que je sorte, faut que j'aille me chercher quelque chose, sinon j'ai pas rien. Mais là, j'ai faim, j'ai juste des noix. Fait que je vais vivre avec ça, puis le lendemain, moi, faire mon lunch. Mais les jeunes, il faut qu'ils apprennent aussi. Il faut être prêt comme parent à laisser nos enfants faire des erreurs et assumer le résultat de leur erreur. Puis le faire, puis là, ne pas tomber dans le piège de dire « Ah, regarde, je te l'avais dit, tu avais juste à le faire, tant pis pour toi. » Si je tombe dans cette attitude condescendante-là, c'est sûr qu'il va se braquer. Mais si je suis capable de lui dire « Ben, tu sais, mon cœur, tout le monde en fait des erreurs. Tu as fait un drôle de choix ce matin, c'est plate ce que tu as vécu comme inconfort. Il faut accepter que nos enfants vivent des inconforts. » Puis ça, je trouve que c'est un grand drame présentement. On confond la bienveillance avec l'absence d'inconfort. Et là, de dire, ben, écoute, je sais que ça peut être le fun pour toi. Tu sais, je suis empathique, je trouve que c'est, ben, tu sais, en même temps, il faut le faire le lunch, justement. Ouais. Tu sais, des fois, on dit, je vais t'aider, finalement, on va le faire, ça va être Ça dépend. Des fois, je peux aussi voir, ben, c'est beaucoup l'observation au départ. Fait que, tu sais, de voir, ben, est-ce que c'est parce que c'est trop tard, il est fatigué, est-ce que ce serait plus avantageux avant? Tu sais, il y en a des enfants, ils arrivent de l'école, les devoirs, c'est débarrassé, fini. Moi, si je prenais ma fille en arrivant de l'école, elle veut une collation, veut bouger, veut faire autre chose, puis elle les fait plus tard. Elle, ça lui convient bien. Des fois, on peut faire des essais. L'enfant qui veut les faire plus tard, ben, on va l'essayer, on va voir si ça se passe bien ou si ça se passe pas bien. Il y en a qui ça va être le matin.
Ouais. Fait que c'est de voir, bien, au niveau du moment, puis d'apporter de l'aide, de venir soutenir, mais ça va beaucoup dépendre de la façon de l'âge de mon enfant, de la façon que ça va être demandé. Si mon jeune devient désagréable dans la vie, si tu envoies promener ou tu es désagréable avec quelqu'un qui te rend service, ça va se terminer là. Moi, si tu es désagréable, écoute, moi, je suis disponible pour t'aider, mais pas dans ces conditions-là. Fait que là, je nomme qu'est-ce que j'ai comme attente. Il leur fait encore, écoute, c'est la deuxième fois. Moi, la prochaine fois, tu vas t'arranger pour le reste de tes devoirs. Bien, je ne les ferai pas, bien, ça sera ton choix. Oui. Puis je vais me lever. Ça sera ton choix. Ouais, c'est ça. Et là, moi, je fais le choix qu'on aille à la minute santé. Mais au retour, je veux vraiment qu'on parle de suradaptation parentale. Je pense que ça vient souvent calmer notre propre anxiété, nos propres inconforts, mais est-ce que ça aide vraiment notre enfant? On y revient. La vie parentale surchargée nous amène parfois à récompenser nos enfants avec de la nourriture. J'attire donc votre attention sur l'obésité infantile. L'obésité infantile est une maladie chronique dont les causes sont multiples. Il s'agit souvent d'un déséquilibre entre les apports caloriques et les pertes énergétiques. Au Canada, le taux d'obésité infantile a presque triplé depuis les 30 dernières années. Les études démontrent que parler d'obésité avec la bonne approche n'induit pas de troubles alimentaires chez les enfants. Qu'est-ce qu'une bonne approche? Elle inclut toute la famille et elle est axée sur les saines habitudes alimentaires. Elle privilégie des changements graduels pour toute la famille et une approche disciplinaire peut être recommandée avec nutritionnistes, médecins ou autres professionnels. Les conséquences de l'obésité n'épargnent pas nos tout-petits. Le diabète de type 2 en fait partie, l'hypertension artérielle, le taux élevé de cholestérol, des problèmes respiratoires comme l'asthme ou l'apnée du sommeil, des problèmes musculo-squelettiques. Les enfants peuvent souffrir d'une faible estime de soi, d'un isolement social ou même de moquerie de leurs camarades. Donc, les conseils pour la prévention de l'obésité: établir une routine de repas et de collation. Il faut éviter de manger devant les écrans, privilégier l'eau pour la soif, un choix d'aliments nutritifs pour les collations et les repas, éviter les discours sur les bons ou les moins bons aliments, éviter de les interdire. On vous suggère de consulter si le poids de votre enfant vous préoccupe, s'il présente une insatisfaction de son image corporelle ou encore s'il a des comportements de privation ou de compulsion alimentaire. Mesdames, est-ce qu'on peut définir c'est quoi la suradaptation parentale? J'ai comme l'impression que c'est arrivé sur le plancher, même si je regarde ma grand-mère, clairement, elle se suradaptait 1 million de fois pour être sûre que personne pleure, pour être sûre que personne manque de rien. On dirait que là, on associe suradaptation puis un petit peu dérive de la bienveillance. Est-ce que je m'exprime bien? Oui. Ouais, je pense que c'est un des effets secondaires négatifs des approches de parentalité bienveillante et possible auxquelles j'adhère. On s'entend, là, OK, j'adhère. Le problème, c'est que pour certains parents, comme je disais tantôt, ils ont confondu être bienveillant, qui veut dire, dans le fond, vouloir le bien d'eux, et ne jamais faire vivre d'inconfort à mon enfant. Dans certains cas, en fait, la suradaptation, c'est correct quand c'est adapté à notre enfant. Je m'adapte à son âge. Je m'adapte à, je sais pas, moi, il a mal dormi hier, ben, ce sera peut-être pas la bonne journée pour aller voir ma tante Urtubise aujourd'hui. Il est malade. Il est malade. Diagnostic. Exact. Mon enfant a certains goûts qu'il n'aime pas. Ben, mon enfant n'aime pas les champignons. Ben, je ne fais pas exprès pour mettre des champignons partout ou je vais les mettre assez gros pour qu'il puisse les tasser. Donc, je m'adapte à mon enfant par respect pour lui. Oui. Je tombe dans la suradaptation quand je tombe dans l'achat de paix. Quand je m'oublie totalement, j'oublie totalement mes besoins pour toujours prioriser les besoins de l'enfant. Se suradapter, c'est un peu je marche sur des œufs. Oui. Fait que je veux pas que ça fasse des frictions, je veux pas qu'il y ait des réactions, je veux pas faire vivre des inconforts. Fait que je fais toujours attention à ce que je vais dire, comment je vais intervenir. Ça devient drainant pour le parent, on va se le dire. Oui. Ben oui, drainant. Puis parfois, dans certaines familles, quand on a un seul enfant qui a des besoins particuliers, parfois le parent se suradapte,
Mais ça se peut même qu'il demande à toute la famille de se suradapter. Quand c'est l'heure de manger, c'est Victor qui décide où est-ce que tout le monde s'assoit. À tous les repas. Quand on va en vacances, ben c'est Victor qui décide où est-ce qu'on va. Puis si le matin même, Victor, il décide que ça ne tente plus d'aller à tel endroit et puis personne qui y va. C'est tellement un piège à long terme. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les adolescents, adolescentes. Je travaille encore beaucoup. Si, par exemple, j'ai Victor qui est violent, qui est agressif, puis « Ah, mais tu le sais, ton frère, tu le connais, tu sais, dans ce temps-là, tasse-toi. » Fait qu'elle apprend quand ça l'arrive, voici ce que je fais, tu sais, c'est normal, il est colérique, il est opposant, c'est avec un conjoint plus tard, est-ce que c'est le même conseil que je vais lui donner? Fais-toi petite, tasse-toi, dis rien. Ouais, mais là, tu sais, t'as été le voir, tu le sais qu'il était pas de bonne humeur. Fait que je dirais jamais ça à mon garçon, ma fille rendue plus vieille. Si je me suradapte beaucoup à la maison, je donne vraiment beaucoup de pouvoir à l'enfant qui grandit en étant vraiment le centre de l'univers. Moi, je ne devrais pas vivre d'insatisfaction. Moi, je ne devrais pas vivre... On ne devrait pas me dire non. Ça devrait être moi qui choisis tout ça. Puis je grandis, je me construis, je m'en vais à l'école. Ben c'est comme ça que c'est supposé se passer. Fait que là, oups, c'est difficile avec les autres. Ouh, ça cloche avec l'enseignante aussi. Là, c'est plus comme je veux. Fait que là, je vis tout plein d'affaires, mais j'ai pas appris à être tolérant, à être résilient. Des fois, ça va être non. Des fois, ça va être plus tard. Ou pas du tout. Des fois, ça va être mon idée, des fois, ça va être l'idée de l'autre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre la suradaptation et les fameux enfants rois? Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'on n'est pas un enfant roi, là. Ben non, effectivement. Puis, tu sais, tantôt, tu posais la question, tu sais, qu'est-ce qui fait que le parent va tomber dans la suradaptation? Moi, j'appelle ça, c'est le principe de la grenouille. Si je prends une grenouille et que je la mets dans un bac d'eau chaude, instinctivement, elle va sortir du bac pour sauver sa peau. Si je prends une grenouille et que je la mets dans un bac d'eau froide et que je monte très progressivement la température de l'eau, la grenouille va s'adapter à la température de l'eau de plus en plus, mais ça lui demande de l'énergie. Et à un moment donné, quand on va être près du point d'ébullition, la grenouille n'aura plus suffisamment d'énergie pour sortir du bac. Cool. Et risque de mourir. Et c'est souvent ça, tu sais, donc quand ils sont tout petits, c'est normal qu'on s'adapte beaucoup. Puis, tu sais, souvent, nos enfants, on les aime, ils sont tellement mignons. Ouais. Tu sais, fait que je te dis non pour quelque chose, l'enfant insiste, sort ses yeux de chaboté, je fais comme, oh, d'accord, je vais te le donner. Puis ça nous ramène au contrat relationnel, tu sais. Mon enfant, il est tellement, il a les yeux qui brillent quand je lui achète des surprises, je vais en acheter un petit peu plus. Puis à un moment donné, il en vient à exiger une surprise. Puis là, tu commences à y acheter une surprise, plus pour lui faire plaisir, pour éviter la crise. Ouais. Puis à un moment donné, c'est ça, la surprise fait même plus plaisir, ça devient un acquis. Exact. Exact. Et là, tu t'as installé le contrat relationnel, puis dans le contrat relationnel, c'est ben je lui dois une surprise chaque fois que mon enfant fait quelque chose de bien. Je lui dois une surprise chaque fois que je vais au centre commercial. Je lui dois une surprise. Ça devient sa normalité. C'est ça. Ouais. Puis il vient parfois un bout où les parents se mettent à avoir peur de leurs enfants. Parce que là, tu sais, en vieillissant, tu sais, quand l'enfant a 3 ans, 4 ans, il est frustré, il vient me taper, il brise tu sais, il lance des objets. Puis là, on fait « Ah, ça me tente pas de gérer la crise. Je vais essayer d'éviter la crise, je vais essayer d'anticiper son besoin, je vais essayer de m'assurer que les choses fonctionnent à son goût pour éviter la crise parce que ça me tente pas, je comprends. Puis je veux pas qu'il me frappe. Mais tu sais, quand il me frappe à 3 ans, 4 ans, c'est ça. La suradaptation, elle voit beaucoup dans les magasins. Oui, on le voit beaucoup. En public, en général, on ne veut pas que nos enfants... Puis là, ce qu'il y a en arrière, des fois, c'est la peur du jugement des autres. La journée où il y a 7-8 ans, 9 ans, 10 ans, et que là, je lui fais vivre une frustration ou je lui fais vivre un délai, c'est pas normal pour lui, fait qu'il réagit très fort. Mais tu sais, si on n'arrête pas ça, ben éventuellement... En vieillissant. C'est ça. Ça va devenir des adultes aussi qui vont Ça va devenir aussi au niveau de la personnalité, là, tu sais, puis ça va se cristalliser, fait que il n'est pas trop tard, mais plus j'attends, plus c'est difficile. Fait que, tu sais, j'aime l'expression de si je prends le train dans une certaine direction, plus j'attends longtemps, plus mon ticket de retour va me coûter cher. Ah, j'aime beaucoup ça. J'adore ça. En terminant, moi, comme maman d'enfants de 4, 6, 8, d'autres parents qui nous écoutent, qui disent, ben mes enfants, ils ont 5, 9 ans, ils ne sont pas encore, justement, à l'adolescence. Puis on le sait que des fois, on se suradapte. J'ai comme l'impression qu'à divers niveaux, on se suradapte tous. Mais
comment on se fait? C'est quoi peut-être les critères ou qu'est-ce qu'on pourrait observer pour se dire, OK, là, c'est trop, on doit modifier ça? Ben, des fois, c'est de se poser la question puis de s'auto-observer quand est-ce que je suis en suradaptation. Est-ce que je suis consciente de que je me suradapte? Pourquoi je le fais? Qu'est-ce qu'il y a en arrière? C'est parce que je me sens une bonne mère, j'ai peur d'une crise, c'est mon enfant, c'est mon bulletin de parent. Oui. Fait que si mon enfant se comporte pas bien, réagit, c'est parce que je suis un mauvais parent. Est-ce que c'est cette croyance-là que j'ai? Est-ce qu'on pourrait valider peut-être nos comportements en regardant comment on réagit en public? T'sais, si on voit qu'en public, dès qu'il y a un petit mot, on donne un téléphone. Au magasin, on achète la surprise. Telle chose pour éviter, ça peut nous donner des pistes qu'on est en train de se suradapter. C'est parce que j'ai l'impression que des fois, on se suradapte sans s'en rendre compte. Ben oui, tout à fait. Mais aussi, vous allez le voir par la réaction des enfants. OK. Quand la journée où je demande à mon jeune de vider le lave-vaisselle, puis qu'il me répond ben non, je suis pas ton esclave. Ben c'est peut-être parce que dans le contrat relationnel, mon jeune n'avait pas suffisamment de tâches et j'ai pas installé que c'est normal qu'il participe aux tâches de la maison. Quand mon jeune me dit surréagit parce que le repas est pas à son goût, ben c'est peut-être parce que je me suis suradaptée et que j'ai toujours cuisiné à son goût. Fait que tu sais, quand la réaction de mon enfant me semble complètement démesurée, puis tu sais, je pense à une amie à moi qui disait tout le temps à ses enfants, aux adultes devant ses enfants, c'était « Ah, moi, je suis pas importante, c'est mes enfants qui sont prioritaires. » J'achète des vêtements. Ah, j'ai tout pris mon budget pour mes enfants. Ben mes enfants veulent partir, Nancy, fait qu'on va partir. On va aller souper chez toi, Nancy, mais ça va dépendre de ce que tu fais pour cuisiner. Ah ouais, tu fais telle affaire, ben j'ai amené quelque chose pour les enfants ne traitent pas là-dessus. Fait que, tu sais, et là, à un moment donné, ça fait il y a 14 ans, et mon amie parle de, changer son téléphone, et sa fille arrive, elle fait « Pardon? Toi, tu vas changer ton téléphone alors que moi, j'ai un vieux? Non. On va commencer par changer le mien, puis après ça, on verra pour le tien, franchement. » Et là, mon ami fait Oh, wow! As-tu vu comment qu'elle était ingrate? Puis là, je me suis un peu échappée. Je disais « Oui, mais Marie, c'est parce que... » C'est pas dire que... Non, c'est pas vrai. Je disais « Oui, mais Marie, c'est parce que ça fait 14 ans que tu dis à ta fille que toi, t'es pas importante. Ça fait 14 ans que tu fais tout, que tu la passes tout le temps en priorité. » Fait qu'elle, elle s'attend que ça lui est dû. C'est pas parce qu'elle est une mauvaise personne, mais non, parce qu'elle a été... Fait que, tu sais, quand on a l'impression que la réaction de notre enfant est ingrate, ça nous donne un petit électrochoc, on se pose la question. Okay. Je trouve qu'on leur rend service aussi de, tu sais, justement, là, je vais changer de contrat relationnel ou je vais arrêter de me suradapter, puis ce que je vais démontrer à mon enfant, c'est qu'on est responsable de son propre bonheur. Oui. Puis de dire non, parce que c'est ce que moi, ça me fait. Mais je lui démontre, t'es la première responsable à prendre soin de toi. Ouais. Puis est-ce qu'on pourrait espérer aussi que le clash va être moins grand à l'adolescence et à l'âge adulte, au moment où, une fois parti du nid, dans un contexte avec des amis, avec même un conjoint, avec quand tu vas avoir ton appartement géré au travail, les gens ne vont pas se suradapter à toi tout le temps. Exact. Ça fait que là, la marche, ça va être... Je disais souvent à ma fille, Manu, je t'aime et je t'adore, mais tes besoins et tes désirs valent pas plus cher que les miens. Donc, c'est pas toujours toi qui choisis le film, c'est pas toujours toi qui choisis le resto, c'est pas toujours toi qui choisis les activités. Je vais faire des choses pour m'adapter à toi, mais tu vas devoir aussi t'adapter à moi. Fait que, et parce que dans la vraie vie, moi, j'avais une enfant unique, fait que je disais, dans la vraie vie, tu vas devoir t'adapter aux gens. Fait que c'est ma job de parent de t'apprendre à t'adapter aux autres. Oui, s'adapter aux autres. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est demander qu'est-ce que je veux enseigner à mon enfant. Mais je veux pas lui démontrer que par amour, tu dois tout faire pour les autres. Si en dedans, ça te fait non, si tu n'en as pas envie, tu n'es pas obligé d'avoir plein d'explications. Tu n'en as pas envie, ça te le dit pas, non, tu n'es pas obligé de satisfaire l'autre, tu n'es pas obligé de te suradapter à l'autre. Puis ça, c'est beau le nommer, mais quand on le fait, sur le coup, ça fait réagir, ils sont pas contents, mais je leur apprends, par exemple, on vient à la modélisation, on leur apprend, c'est comme ça qu'on le fait. Ouais. Merci beaucoup, mesdames. Je trouve que c'est un excellent mot de la fin. Alors, on va se prendre un petit peu de recul, puis on va voir comment on peut modifier nos contrats relationnels progressivement, toujours en s'adaptant évidemment à l'âge de l'enfant, mais sans se suradapter, parce que je retiens la phrase de Nancy,
Leurs besoins ne valent pas plus cher que les nôtres. On s'adapte, ils s'adaptent, mais ça doit devenir une danse et non pas être unidirectionnel. Merci beaucoup.